Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au JavaScript. Dans cette partie, nous allons voir tout ce qui est conditions, boucles, et on refera un petit tour sur les fonctions, ainsi qu'on verra un petit peu la partie orientée objet dans cette vidéo et certainement dans la prochaine. Et dans la prochaine, on verra tout ce qui est en rapport avec le dogme. Pour le moment, on reste sur celle-ci. Donc, nous avons un fichier HTML et un fichier JavaScript. Donc, je vais ouvrir Notepad, puisque normalement il a enregistré les documents précédents. Voilà. Et on peut continuer. Donc dernièrement, on s'était arrêté aux fonctions. Alors pour d'ailleurs éclairer un petit point, j'ai vu qu'on m'avait laissé un commentaire sur la vidéo 1 de ce tutoriel JavaScript, de cette formation, en me disant que le alert ou console log était plutôt un équivalent du document write. Effectivement, bon, malgré que le console log n'écrit pas vraiment dans le document, et le alert n'écrit pas non plus vraiment dans le document. C'est plutôt lié au débugage. Bon, après, c'est vrai que si on aurait voulu écrire dans le document, ce serait plutôt un document write, mais je considérerais, c'est vrai que le echo aussi, un echo en PHP, ça écrit dans le document. En JavaScript, c'est vrai qu'on peut écrire avec le document write dans le document. Voilà. Sinon, bah même pas, j'ai même pas l'équivalent. Un débugage. C'est vrai que c'est pas souvent echo qu'on utilise en PHP. On utilise plus vardump ou printer, quoi. Voilà. Sur ce, je vais créer un autre fichier JavaScript pour pas encombrer celui-ci. Donc la même méthode, hein, c'est nouveau document, vérifier l'UTF-8, sinon, comme dit précédemment, convertir et pas encoder. Hein. Et puis ici, bah, je suis prêt à écrire du JavaScript. Donc je vais déjà mettre JavaScript en tant que langage. Donc ça, le langage, on peut le voir en bas. Et puis je peux l'enregistrer déjà. Je vais l'appeler, je sais pas, code 2. Pas d'idée. Donc, on va l'enregistrer. Et dans ma page d'index, bah, je vais simplement pointer vers code 2. Qui, je précise, est toujours au même endroit, à côté du fichier d'index. Alors, pour ce qui est des conditions, alors ceux qui ont suivi PHP, ils seront pas trop désorientés, hein, c'est pareil. Sinon, bah, on va expliquer un petit peu. Donc, petit commentaire, les conditions. Alors, dans un premier temps, une condition permet de faire un test. Et dans ce test, on va évaluer une expression. Si cette expression retourne vrai, si cette expression évaluée est bonne, on peut dire qu'elle retournera vrai, et en programmation, c'est true. C'est ce qu'on appelle les booléens, les valeurs booléennes, qui valent soit vrai ou faux, mais ça peut valoir aussi, parfois dans certains cas, 0 pour le faux, et 1 pour le vrai. Mais je sais pas dans JavaScript si la valeur 1 serait retournée. C'est plutôt pour ce qui serait 0, quoi, on va dire. Donc pour tester quelque chose, on demande à l'ordinateur si
quelque chose, donc c'est la condition, et la condition s'écrit entre parenthèses, parce que if est une fonction, et que du coup ça sera les arguments à la fonction, et dans ces parenthèses, la condition c'est ce qu'on appelle couramment une expression qu'on écrit dedans. Puis ensuite on a un bloc d'accolade. Non, c'est vrai, c'est pas Ptana, ça n'écrit pas tout seul. Et ici, il se passe des lignes d'instruction. Donc une instruction, c'est la fin d'une ligne avec un point virgule, on va dire. Quelque chose que vous avez juste dit avant et puis qui a le point virgule. Par exemple, appeler une fonction, c'est une instruction. Faire un calcul, c'est une instruction. Afficher quelque chose, c'est aussi une instruction. Donc maintenant ici la condition. Alors dans la condition, on a des opérateurs, comme plus, moins, égal, mais spécifiques, on va dire, plus particulièrement aux conditions. C'est pour ça qu'on appelle ça des opérateurs conditionnels. Donc imaginons que ce que j'ai envie d'évaluer comme expression serait de demander à l'ordinateur si 5 est égal à 5. Alors vous avez bien remarqué, j'ai mis 2 égales. Alors je mets 2 égales pour la bonne raison, c'est que je veux pas dire que 5 vaut 5. Mais je veux comparer le chiffre 5 au chiffre 5. Parce qu'on avait déjà vu ce que c'était une affectation, comme par exemple var b égale 5. Donc là on a fait une affectation. On a affecté la valeur de 5 à la variable b. Et du coup, b vaut 5. Donc si ici, dans la condition, on mettait un égal, forcément, ça retourne vrai. D'ailleurs, quand j'écris, pas var, mais var, quand j'écris var b est égal à 5, quelque part, ça retourne vrai. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas écrire un seul égal, mais 2 égales. Et ensuite, on pourrait ici afficher seulement ça va m'enlever un code. L'histoire du message. Ah oui, c'est vrai. Puis le message, j'avais oublié que la dernière fois, il se répétait en boucle. Ça on verra après. Justement, on va voir les conditions et puis après on verra l'histoire du message qui se répétait en boucle. Et pourquoi j'avais fait ce genre de choses. Ce que je vais simplement reprendre, c'est la fonction de débugage. Je vais l'appeler comme ça. Donc je vais la mettre au tout début. Et on pourrait même la mettre un petit commentaire devant. Fonction de débugage, je crois bien. Souvent, je me plante. Alors, tout ce qu'on cherche à faire, c'est simplement un console log du message qu'on lui envoie. Et rien de plus. Ça m'évite, comme je vous l'ai dit, d'écrire console.log. Ça va plus vite. C'est ce qu'on appelle couramment un alias. Donc je vais lui dire tout est ok. Et je vais enregistrer ce fameux fichier. Alors là, dans le document, il ne va rien s'y passer de spécial, si ce n'est que dans la console, dans les outils de débugage de votre navigateur, vous verrez dans la console écrire tout est ok. Donc pour ça, je vais lancer le fichier d'index. Et c'est vrai qu'on avait la page d'index, donc ça c'est ce qui est écrit vraiment dans la page HTML. Mais si j'affiche l'inspecteur d'éléments, dans la partie console, on voit bien le message écrit tout est ok. Donc ça veut dire que la condition a été respectée.
imaginons que, pour vous expliquer le double égal, que B vaut 4. Et si je vais demander si B est équivalent à 5. Logiquement, ça devrait pas être bon. Comme ce message, normalement, s'exécute, je dis normalement, vous allez comprendre pourquoi, normalement s'exécute quand la condition est vraie, que se passe-t-il quand la condition n'est pas vraie? Et bien là, il se passe rien. Il se passe rien parce que on n'a pas prévu de cas à si c'était pas bon, on va dire. Donc pour dire ça, on emploie le mot-clé else pour dire sinon. Donc en d'autres termes, ça traduit si B vaut 5, dans ces cas-là, on affiche le message tout est ok, sinon, B il vaut ce qu'il vaut, plutôt l'expression dans la condition n'est pas vraie, et du coup il se passe autre chose. Donc là on va lui dire message condition fausse. Donc là je me plante, condition. Et là, pour être un peu plus cohérent, on va écrire condition vraie. Donc j'enregistre cette partie de code. Donc le if, c'est le si. Si ceci est ok, ça affiche ça. Sinon, ça veut dire qu'ici c'est pas ok, ça affichera ça. Voilà. Donc on actualise. Et là il me sort condition fausse. C'est normal, puisque B n'est pas équivalent à 5, puisque B vaut 4. Et si j'avais mis un seul égal, ce que je voulais vous faire voir, dans ces cas-là, si je réactualise, on voit que la condition est vraie, malgré qu'on sait que B vaut 4, et le chiffre qu'on compare c'est 5. Mais comme je vous l'ai expliqué, un seul égal n'est pas une comparaison, mais bien une affectation. On donne la valeur 5 à B, et ça c'est vrai. C'est comme quand on donne la valeur 4 à B, ça c'est vrai. Alors, truc bizarre, vous allez voir, c'est si je dis que B vaut 0, et que je compare B à 0. On va tester. J'actualise, et là, condition fausse. Pourquoi condition fausse? Alors que quand je dis que B égale 0, c'est vrai. En fait, le problème du 0, c'est que des fois, voire même, je crois, tout le temps dans JavaScript, 0 vaut faux. Donc en d'autres termes, ça retourne pas vrai, mais ça retourne faux. Et pour ça qu'on passe dans la condition fausse. Parce que on fait, encore une fois, excusez-moi, une affectation, et une affectation, ça vaut toujours vrai. Mais que là, il a donné faux. Bon là, en gros, je me chamboule. Tout simplement pour comprendre que si on demande typiquement si 0, tout bêtement, directement si 0, et qu'on actualise, on voit que c'est faux. Par contre, si je mettais si 1, ou 2, ou 3, ou un autre chiffre quoi, et qu'on actualise, on voit que ça vaut vrai. Je peux vous faire voir l'exemple d'un 2, pareil. On verra bien que ça aussi, ça vaut vrai. Et que si je mettais si B, c'est comme si que je mettais si 0 comme vous venez de le voir il y a 2 secondes à peine, ça vaut faux.
Donc à faire très attention quand vous faites déjà une condition, hein, pensez au résultat de cette condition, qu'il faut pas que ça soit false, d'accord? Parce que si je mets false ici, donc que je le mette ici dans B ou que je le mette directement ici dans la condition, dans les parenthèses c'est une condition, ce qui est à l'intérieur c'est une expression, donc si le résultat de l'expression est false, c'est comme si que le résultat de l'expression valait 0, et du coup bah c'est le cas contraire. Pour que ça soit exécuté, une condition, il faut que ça soit vrai. Donc en actualisant, on voit bien que ça reste à false. Et l'inverse, true, c'est la même chose. Là, ça vaudra vrai, puisque ce que je mets dans l'expression retourne vrai, donc la condition est respectée, et du coup on affiche le message condition vraie. Donc surtout, pensez à mettre ici le double égal. Donc on va voir d'autres opérateurs, comme par exemple si B est supérieur ou égal à 2. Plutôt est inférieur ou égal à 2. Et B, on va lui donner une valeur 5, par exemple. Donc si on remplace le B par 5, est-ce que 5 est inférieur ou égal à 2? Bah, la réponse est non. Donc, false. D'accord? Du coup, comme ça ne respecte pas la condition, il va afficher que la condition est fausse. On regarde, effectivement, la condition est fausse. Et si on faisait dans l'autre sens, si B est supérieur ou égal à 2, donc dans ces cas-là, on sait que c'est vrai, on actualise, et on tombe bien dans la condition vraie. Attention aux signes, qu'il ne faut pas faire l'inverse. C'est-à-dire, on ne peut pas dire égal, supérieur. Faire comme une flèche, par exemple. Bah ça va pas dire vrai, ça va pas dire faux, mais on va avoir une erreur, tout simplement. Donc on teste, et on voit bien qu'on a une erreur de syntaxe à cause de ce mot-clé, de ce token, de ce signe, tout simplement, parce qu'il n'est pas mis au bon endroit. Alors, un autre signe qu'on va voir, c'est le point d'exclamation égal. Alors, le point d'exclamation égal veut dire est différent de. Les égal est équivalent à, et l'exclamation égale, c'est est différent de. C'est comme ça qu'on peut le traduire en français. Donc, est-ce que B est différent de 2? Est-ce que 5 est différent de 2? Bah oui, 5 n'est pas 2, quoi, c'est 5. Donc, condition vraie. Je répète, quand la condition est vraie, il affiche vrai. Alors par contre, qu'en est-il si j'avais mis 5 sous forme de chaîne de caractères et qu'à nouveau je teste la condition? Est-ce que 5 et là je vais tester l'équivalence pour que vous voyez ce qui va se passer. Est-ce que 5 est équivalent à 5? Logiquement, on pourrait s'attendre à 8. Mais pourtant, il va nous dire que c'est vrai. Mais si on réfléchit, 5 sous forme chaîne de caractères et 5 sous forme nombre, donc un string et un number, on est bien d'accord, c'est pas la même chose. Même si la valeur à l'intérieur est pareille. Pour cela, il existe un autre signe
qui est un troisième égal. Et ce troisième, c'est la même définition qu'avant, sauf qu'il faudrait rajouter le mot strictement. Ainsi, ça voudrait dire, est-ce que B est strictement équivalent à la valeur comparée? Et ce strictement va faire en sorte que ça va pas comparer uniquement la valeur entre elles, mais ça va comparer aussi le type de cette valeur. Et là, ici, on sait qu'on a deux types différents. Le type string et le type number. Ainsi, est-ce que 5 de type string est équivalent à 5 de type number? Bah non, puisqu'il faudrait que ce soit 5 de type number qui soit équivalent à 5 de type number, puisqu'il vérifie le type à cause du troisième égal. On enregistre, et on actualise, et là on a bien le résultat que la condition est fausse. Donc on voit qu'il vérifie le type en plus. Alors cela fonctionne aussi avec le différent, donc pas avec les inférieurs. Bah, je pense pas, mais souvent c'est soit l'équivalence ou soit la différence qu'on teste avec le type. Parce que quand on teste supérieur, inférieur, en général, c'est avec des nombres. Hein. Donc ici, on va tester... là, je vais mettre... je peux laisser 5. Hein. Est-ce que B est strictement différent de 5? Et la réponse, je vous laisse deviner. Pensez que le troisième égal compare aussi le type. Effectivement, la condition est vraie. Elle est vraie dans le sens que c'est pas l'équivalence qu'on teste, mais la différence est que comme c'est pas deux 5 de même type, bah effectivement la condition est vraie. Il est bien différent. Hein, il n'est pas équivalent. Alors, qu'en est-il si par exemple on voulait tester un âge? Donc on pourrait créer une variable âge qui au départ serait initialisée à 0, puisqu'on ne connaît pas l'âge, et qu'on voudrait demander à l'utilisateur son âge. On va avoir une nouvelle fonction qui va nous permettre de demander l'âge à l'utilisateur. Donc après, j'espère pas me tromper quand je vais dire ça. Donc déjà, c'est prompt, ce qu'on doit dire. Ce prompt, on peut lui afficher un message. Par exemple, quel est votre âge? Et le retour de cette fonction, puisque la fonction prompt va retourner quelque chose, ce quelque chose, en fait, c'est ce que vous allez taper dans la boîte de dialogue qui va apparaître. Donc ça, je vais le mettre dans âge. Ensuite, pour vérifier que tout se passe bien, on va loguer âge pour connaître la valeur de âge s'il a vraiment bien compris ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire stocker le résultat dans la variable âge. Ensuite, on va vouloir faire une condition sur l'âge. Alors la première condition qu'on voudrait faire, c'est de se dire si l'âge est inférieur à 18, dans ces cas-là, on pourrait écrire vous êtes mineur. Hop là.
Là je le sens mal le Z. Vous êtes mineur. Je mettrai plutôt un S. Enfin, on n'est pas là pour l'orthographe, comme j'ai déjà dit. Donc je vais tester si l'âge est inférieur à 18. Puis ensuite, pareil, hein, on met dans la console le résultat de cette expression, donc de notre condition. On va enregistrer, puis on va vérifier. On actualise, on voit qu'on a une boîte de dialogue, mais spéciale. Pas comme les alertes. Mais attention, cette boîte de dialogue, aussi comme c'est une boîte de dialogue, ça interrompt la page. Hein, on voit que la page là-haut, elle continue à tourner en rond, comme une alerte. Donc faire attention à ces boîtes de dialogue, c'est comme les alertes. Dans un premier temps, je vais lui dire, par exemple, 10. Et je dis OK. Donc on voit bien qu'il a retenu 10. Et ensuite, qui m'indique que je suis mineur. On va refaire le test. Et cette fois-ci, on va lui dire qu'on a 18 ans. Et là, on a condition fausse. Bon, bien sûr, j'aurais dû marquer « Vous êtes majeur ». Mais si on voudrait tester par exemple une autre valeur, là on n'a fait qu'un test sur une valeur qui serait 18. Mais par exemple, si je voudrais tester entre un nourrisson, bon, ça m'étonnerait que le nourrisson il me réponde à la question, mais voilà. Tester si c'est un enfant, un adolescent, un adulte ou un retraité. Dans ces cas-là, j'aurais plusieurs conditions à faire. Donc on pourrait le faire de cette façon. Je vais pour le moment enlever le S, else, et je vais tester si âge est inférieur à, on va dire 2 ans. Ensuite, sinon, et là je recommence une condition, donc avec le if, si, âge, toujours que je teste, est inférieur, on pourrait se dire, à, allez, pour enfant on va aller jusqu'à 10. Donc ici on écrira un message plus tard. Ensuite je veux tester encore, sinon, si âge est inférieur à 18, et ça sera adolescent, et je continue, sinon, si âge est inférieur à 65, je pense que c'est déjà bien. Bon, veuillez pas. Donc dans ces cas-là, ça restera un adulte. Et sinon, bon bah dans ces cas-là, c'est que ça sera certainement supérieur à 65. Et du coup, bah ça sera une personne retraitée. Et puis, comme on fait du copier-coller, hein, si on répète la faute, tant pis. Donc, vous êtes un nourrisson. Et je suis sûr que c'est vive les fautes d'orthographe à mon avis. Vous êtes un enfant. Vous êtes un adolescent. ENT, ça me fait mieux. Et vous êtes un adulte.
enfin vous êtes à la retraite. Ah, si je suis bien, je crois que c'est 65 ans maintenant. On enregistre ceci et on est prêt à faire notre test. Donc j'actualise et on pose la question de l'âge. Alors, actuellement j'ai 31 ans, donc voyons voir. Effectivement, je suis un adulte. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ordi. J'actualise. Imaginons, je viens de naître et j'ai 1 an. Effectivement, je suis bien un nourrisson. J'ai bien travaillé, et puis maintenant j'ai 75 ans. Effectivement, je suis à la retraite, du moins, je l'espère. Et voilà, donc je pourrais tester tous les corps, hein. L'enfant par exemple, et l'adolescent, pour vous faire voir que ça marche. Alors, disons j'ai 10 ans, faut pas oublier le signe que j'ai écrit. Donc effectivement, je suis un adolescent. Et disons 6 ans. Et je suis bien un enfant. Voilà. Alors ça, c'est une façon de l'écrire. Mais il existe une autre syntaxe, une autre façon d'écrire tout ceci. Cette syntaxe, c'est ce qu'on appelle un switch. Alors comment ça marche un switch? Donc switch, ça peut se traduire par une sorte d'interrupteur. Après, je sais pas, peut-être que ça se traduit par autre chose aussi. Donc ça commence déjà par le mot-clé switch, et ceci est une sorte de fonction aussi. Bon, en fait c'est une fonction. Et du coup, on met les accolades. Alors dans le switch, le paramètre de cette fonction, c'est ce qu'on veut tester. Typiquement ici, j'ai envie de tester ma variable âge. Ensuite, pour les différents cas que je vais faire de test, on va écrire case, suivi de la valeur que je veux tester. Alors on va recommencer notre exemple ci-dessus. Donc case 2, et si je suis dans le cas 2, j'écrirai ceci. Donc pour faire simple, je vais copier tout ceci, parce que je vais presque recopier la même chose, hein. Ici ça sera case 10, case 18, case 65, bien sûr j'enlève la parenthèse pour le remplacer par 2 points. Alors par contre pour le sinon, et en fait pour le sinon, c'est un cas particulier qu'on appelle default. Alors après pour les accolades, donc normalement quand on n'a qu'une seule instruction, et ça je vous le conseille vraiment pas, mais je vous le dis, mais je vous le conseille pas. Ici, comme il y a une instruction par if ou else if, mais ici on peut oublier légèrement le else, hein, c'est comme si on mettait plusieurs if à la suite finalement. Donc quand il y a un if et qu'une seule instruction, qu'une seule ligne avec un point virgule à la fin, on pourrait ne pas mettre les accolades. Les accolades sont utiles à partir du moment où il y a plus d'une seule instruction, donc 2 instructions minimum. Le case fonctionne pareil, mais je vous conseille vivement de mettre les accolades, même si c'est un peu embêtant. Donc pour aller plus vite, on va faire ceci.
default, ne pas oublier les 2 points. Et pour faire plus propre, on va faire de l'indentation. C'est de faire simplement des tabulations. Comme ça on voit dans quel bloc on se trouve à peu près. Et j'ai l'habitude aussi d'aérer un peu le code dans ces cas-là, parce que ça fait plein de trucs collés. Donc chaque cas, je préfère les voir un petit peu séparés. Donc ici, comment ça fonctionne? Et bien en fait, dans le switch âge, chaque cas va être comparé à la valeur indiquée. Alors par contre ici, il va y avoir un petit souci. Parce qu'on ne dit pas que c'est inférieur. D'accord, ici on disait bien le signe inférieur, et ici on ne le dit pas. Donc si âge vaudra strictement la valeur qui est ici, ou ici, ou ici, ou ici, ce message se déclenchera. Mais s'il ne trouve pas la valeur strictement équivalente, du coup il m'affichera ce message-là. Pour pas être perturbé par l'affichage d'avant, je vais simplement mettre le bloc en commentaire. Comme c'est un bloc, on utilise slash étoile, étoile slash. J'enregistre et je teste. Boîte de dialogue, blocage de la page, et on y va. Disons que j'ai 11. 11, pour rappel, n'est pas un chiffre qui fait partie des cas. On a 2, 10, 18 et 65. Donc que va-t-il se passer? Eh bien, directement, je suis à la retraite. Bon, comme je vous ai dit, ça textait un petit peu l'équivalence stricte au chiffre que je vais lui donner. Disons que j'ai 10. 10 faisant partie de la liste. 10 étant ici, logiquement on s'attendrait à ce message. Vous êtes un enfant. Voyons voir. Eh ben non. Je suis toujours à la retraite. Pourquoi cela? Eh ben en fait, ce qui se passe, c'est comme je vous le dis, ça teste non pas que la valeur de âge, mais ça teste aussi son type. Et quand je suis dans une boîte de dialogue, ici dans le prompt, le type qui va être retourné par ce prompt sera de type string. En d'autres termes, je devrais le tester comme ceci. C'est-à-dire, est-ce qu'il est équivalent à la chaîne de caractères 2, 10 ou autre. On peut continuer jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas tant que ça. J'enregistre. Donc là, je vais tester si âge, je vais lui donner 10. Et quand il va faire ce case, c'est comme si il faisait if, entre parenthèses, âge, égale, 10 sous forme de chaîne de caractères. N'oubliez pas que le strictement égal, les 3 égales, testent la valeur, mais aussi leur type. Donc, voyons voir. Je lui réponds 10, et je dis OK. Et là, bizarre. On voit, déjà je suis pas à la retraite, déjà. Du moins, pas au début. On voit qu'à 10, je suis un enfant. Donc il est bien tombé dans le cas 10. Mais après, je suis adolescent, je suis adulte, et en même temps, je suis à la retraite. Pourquoi il s'est passé ceci? Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a testé âge par rapport à 2, vu que c'était faux, il n'a pas exécuté ceci. Donc il a continué. Il a vu que case valait bien 10. Ah, que
que âge valait bien 10 sous forme chaîne de caractères, string. Dans ces cas-là, il a exécuté ce message. Mais ensuite, il a continué à exécuter les autres messages, malgré que les cas n'étaient pas respectés. En fait, quand on fait un switch case, comme on dit, switch et le case, après chaque case, il faut lui donner une instruction pour sortir de cette grande condition qui serait le switch. Donc cette instruction, c'est break. En d'autres termes, ça veut dire si tu vois que ça correspond à 2, et bah tu sors, tu continues pas, tu t'en vas. C'est-à-dire tu vas après le switch, quoi. Après cette accolade, on continue ici. Donc bien sûr, ce mot-clé, on le met partout. Alors qu'il y ait les accolades ou pas les accolades, hein, c'est toujours switch, case, break. Dans certains cas, vous mettez pas le break, parce que vous avez des choses particulières à faire, mais c'est très rare. Hein. La plupart du temps, vous mettez le break quand vous mettez un case. Ou le cas default, bien entendu. Malgré que le cas default, étant le dernier traité, malgré qu'on pourrait mettre default en premier, hein, ça marcherait aussi. Ou en plein milieu, c'est comme vous voulez. Mais dans ces cas-là, pensez au default à mettre aussi le break, pour pas qu'il continue. Donc après avoir mis les breaks partout, voyons voir. Je réactualise, je redis un nouveau 10, et je valide par OK. Et effectivement, maintenant, je suis bien un enfant. Bon. Comme vous remarquez, le fait de tester âge comme ça directement fait qu'en quelque sorte, la condition que je mets dans le case n'est pas très... Elle n'est pas comme celle du dessus, quoi. Hein, il n'y a pas vraiment une expression à part entière, hein, deux valeurs qui se comparent en quelque sorte, malgré qu'elles se comparent, mais elles se comparent par un opérateur d'égalité, d'égalité stricte. Déjà, si on voulait pas mettre l'égalité stricte, et si en plus on voulait vraiment comparer âge par rapport à cette valeur, on pourrait le faire quand même. Donc c'est-à-dire que je vais enlever cette fois-ci les guillemets. J'aurais bien pu les laisser, mais dans ces cas-là j'aurais mis 3 égales, d'accord? Donc là, comme c'est moi qui va faire la condition et pas le switch, du coup, âge, je vais pas le mettre dans le switch. Mais je vais le mettre dans le case. Et je vais recopier en quelque sorte ce que j'aurais mis dans un if. Donc, est-ce que âge est inférieur à 2? Comme je vais faire ça pour partout, je copie, je colle. Donc ici, je vous rappelle que je ne teste pas le strictement. Hein. D'ailleurs, avec l'opérateur inférieur, c'est un peu difficile de tester le strictement. Mais voilà. Si vous voulez faire une égalité, vous pouvez simplement faire ceci. Je vais faire ça pour les deux premiers, parce qu'après je vais remettre le inférieur à la place, mais c'est juste pour vous faire voir ce qui va se passer. Rappelez-vous tout à l'heure, quand j'avais mis, par exemple, 10, ou 2, je sais plus ce que j'avais mis, il n'exécutait pas le message. Il me passait directement dans le default, en me disant que j'étais à la retraite, malgré que je lui avais donné la valeur 10. Ceci s'expliquait tout simplement parce que 10 au format number n'est pas équivalent à 10 au format string. Donc ici dans le switch, par contre, je peux lui envoyer un ou true pour lui dire que c'est vrai. En gros, il va switcher quelque chose qui sera vrai.
en réalité, peu importe ce que vous mettez là-dedans. Hein. Par exemple, j'aurais très bien pu laisser âge. Mais si vous voulez faire plus court, hein, vous pouvez mettre switch 1. Voilà. Et après, vous êtes libre de faire vos conditions à l'intérieur. Donc là, par souci de lisibilité, je vais laisser âge. Mais après, je mettrai 1, tout comme je remplacerai ces signes-là. Donc je vais tester premièrement avec 10. D'accord. Et ensuite, je testerai avec, par exemple, pour qu'il tombe ici, ou ici, ouais, je dirais mon âge 31. Donc il me marquera logiquement qu'il est inférieur à 65. J'actualise. Premièrement, je teste le cas du 10. Tout à l'heure, rappelez-vous qu'il me marquait, surtout quand j'avais enlevé les parenthèses, les guillemets, il me disait que j'étais à la retraite. Et il me répète que je suis à la retraite. C'est parce qu'il cherche à faire autre chose. Donc ici, je vais vraiment lui indiquer trou. Et je recommence. Je lui redonne mon âge. Bah, pas mon vrai. 10. Et là, on voit bien qu'il dit que je suis un enfant. Alors pourquoi je mets trou, hein, parce que bah ici c'est comme si qu'il s'occupait pas et qu'il recommençait avec âge que je lui avais mis ici. Ah, c'est comme si que ça il le voyait pas finalement. Le fait de lui mettre trou, ça l'oblige à aller voir un peu tous les cas. Et comme âge était bien équivalent à 10, mais pas au sens strict du terme, hein, parce que si je teste le strictement égal, bah on va voir que là ça marchera pas. Du moins ça fonctionnera, mais il me dira que je suis à la retraite. Voire je suis adolescent. Donc je suis adolescent, tout simplement parce que âge pour lui il ne vaut pas 10 comme ça, et du coup bah, il va prendre la condition ici, hein, la plus proche, qui fait que bah, effectivement 10 est bien inférieur à 18, et du coup il exécute ce message, et comme il y a un break, parce que tout à l'heure il n'y avait pas de break non plus, du coup bah, il sort directement. Donc pour tester ce qu'on voulait vraiment tester, donc l'infériorité, alors je pourrais tester l'infériorité et l'égalité en même temps. Voilà. Et là on aurait fait un switch au complet, on va dire, avec la possibilité de mettre ici une expression. Mais on peut aller encore plus loin. Donc le trou, pour vous faire voir que je peux aussi mettre 1, va pas changer grand chose. Si ce n'est que ça va plus vite à écrire. On actualise et on va mettre 18. Donc 18, hein, ça va comparer au chiffre 18, mais là c'est un 18 au format chaîne de caractères qui sera comparé à un 18 au format number. Mais comme j'ai pas traité le cas strictement, j'ai pas ajouté un égal supplémentaire, il va pas s'occuper du type. Donc dans ces cas-là, il va aller dans la condition où âge sera inférieur ou égal à 18. Donc je serai forcément un adolescent. Logiquement. Voilà ce que j'ai mis là-dedans. Oui, je serai un adolescent. Je valide. Et là, surprise, je suis à la retraite. Donc le 1, dans le cas du switch, on peut pas lui dire qu'il est équivalent à true, tout simplement. Parce que là il a fait le test, dans le cas où il valait certainement 1, et il n'a pas fait un rapport avec âge. Résultat, tout ça, il a ignoré, et puis il m'a exécuté cette partie-là. D'où la raison qu'il m'a dit que j'étais à la retraite.
Donc ici je laisse bien true dans le switch, important comme on peut le voir, et je lui redonne la valeur de 18. Effectivement, je suis bien un adolescent. Donc ça c'est la partie du switch. Alors comme dans les conditions, ça peut aller un peu plus loin. Là, on a évalué qu'une seule expression, mais on pourrait évaluer plusieurs expressions entre elles. Du coup, on va devoir utiliser un autre opérateur. Des autres opérateurs. Ces autres opérateurs, c'est ce qu'on va appeler des opérateurs logiques. Et là, il va falloir suivre pour ceux qui débutent, et pour ceux qui ont fait un peu de PHP ou qui connaissent JavaScript, pour eux ça ira tout seul. Donc, les opérateurs conditionnels, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est le et. Ça s'écrit avec 2 et commercial. Hein, équivalent à et. Ça veut dire et. Ou autrement appelé aussi end. Ensuite, on a l'opérateur ou. Donc là, c'est avec la touche Alt G1 et 6, c'est ce qu'on appelle un pipe. Donc c'est un trait vertical. Et ça veut dire ou. D'ailleurs, on va écrire en majuscule. Ou en anglais, ça se traduit par or. Enfin, on a le point d'exclamation. Je sais plus s'il est tout seul ou s'il y en a deux, mais il me semble qu'il est tout seul. Ça, on le testera. Veut dire n'est pas. Hein, on peut dire ça comme ça. N'est pas. Ou en anglais, hein, not. Plutôt est différent de aussi. Alors, en d'autres termes, là il exprime plutôt une négation, hein, un contraire en quelque sorte. O et. Alors comment ils fonctionnent ces opérateurs logiques? Eh ben on va voir. Pour cela, je vais étendre le commentaire, hein. Je vais simplement déplacer ce qui finit le commentaire. Donc là, vu que ça ne veut pas descendre tout seul, je le dépose là, je descends ma page et puis je redescends le commentaire. Voilà. Donc on va tester les opérateurs logiques. Donc en général, hein, ces opérateurs logiques, ils sont testés dans des blocs conditionnels ou dans des switches. Alors pour comprendre ce qui va se passer, on va rester au niveau le plus bas, on va dire, en testant simplement des true et des false, hein, des vrais ou des faux. Donc je vais tester au début, oula, déjà j'écris mal, je prononce mal, si true et true. Voilà, on va tester ça. Et là on pourrait marquer message condition vraie, hein. Sauf que je l'ai effacé, ok. Condition ok, ou vrai, hein, ce qu'on veut. Donc qu'est-ce que ça va finalement se faire?
je vais mettre un sinon pour les autres cas. Parce que je vais faire plusieurs choses à la suite, vous allez voir. Condition no. Voilà. Donc, si ça s'est évalué à vrai, comme ce qu'on faisait plus haut avec âge inférieur à 2 par exemple, si ça valait vrai, dans ces cas-là, il exécutait le message. Sinon, si aucun de tous ces cas n'était vrai, il exécutait ce message, comme on l'a vu. Donc ici, c'est la même chose. Mais là, on teste deux expressions entre elles. D'accord ? Il faut voir que la partie gauche, normalement, représente une expression, du type âge est inférieur ou supérieur à 10, par exemple, et une autre expression à côté. Par exemple, âge est différent de 15. Par exemple. Et les deux expressions entre elles, avec l'opérateur logique et, va retourner un autre booléen, soit vrai, soit false. Et dans ces cas-là, le if pourra tester le fameux booléen retourné. Et du coup, si c'est true, si c'est vrai, il exécute ça. Sinon, il exécute ça. Donc voyons voir ce que true et true va donner. J'actualise. Là j'ai pas besoin de l'âge. Je vais dire 1 mais j'en ai pas besoin. Condition, ok. Au passage, là, je vais remonter le commentaire pour plus qu'il me demande la question de l'âge. Donc ici on voit ce qui nous a répondu. Allons un peu plus loin. Et on va le faire ça 3 fois. Et là, je vais mettre une petite étoile pour nous rappeler que c'est lui qui était bon. Donc là, on va tester si true et false. Enfin, on peut tester si false et false. Et puis on va préciser un petit peu, condition 1, condition 1, condition 2, et condition 3. Là, je sais pas où il est parti. Voilà. On enregistre et on est parti. On actualise. Alors la première condition, ok. La deuxième condition, vaut non. Et la troisième, vaut non. Bon. Alors on peut mettre l'étoile où ça a fonctionné. À non. Et à non. Je vais recopier tout cet ensemble. Et ici on va écrire le et logique. Avec ceci. Et là on va tester. Mettre une majuscule. Le ou logique. Donc je colle ce que je viens de copier. Je vais simplement enlever mes étoiles. Et je vais laisser toujours l'affichage du dessus. Donc là on va continuer nos nombres. 4, 5, 6. Et on va voir le résultat. Alors avant par contre je vais remplacer les signes. Voilà. Et on est parti. On actualise. Donc la 4 c'est ok. La 5 c'est ok. La 6
c'est non. Donc 4, ok. 5, ok. 6, non. Enfin, on va tester le différent de ou n'est pas on pourrait dire à peu près ça. Donc c'est le note, ça le fait en un mot comme ça, logique. Donc je recolle ce que j'ai copié il y a quelques minutes tout à l'heure, je renlève les étoiles, et je remplace le signe. Ensuite je remplace les chiffres, donc 7, 8 et 9. On enregistre et on voit ce qui se passe dans le navigateur. Déjà, j'ai une erreur de syntaxe. Alors en fait, on ne peut pas comparer deux éléments comme ceci. Je vais devoir coller true, false et enlever le premier élément. Autre terme, je le laisse comme ça. Point d'exclamation et l'élément que je veux tester. J'enregistre et je regarde dans le navigateur. Et voilà ce qu'il me répond. 7, non. 8, ok. 9, ok. Alors c'est vrai que 8 et 9 j'ai testé, mais le 9 je l'ai un peu testé pour rien. Parce que si vous regardez, c'est le même code que sur le 8. Donc j'enlève le 9. Et pour bien voir, premier non, le 7 c'est non, le 8 c'est ok. 7, no, et 8, ok. Alors, on va déjà expliquer, paraît bizarre, le cas différent. Tout à l'heure, on avait fait des if, et ici, je vous ai dit, si ça écrivait si true, automatiquement, ça valait vrai. Puisque cette chose, si elle est vraie, elle va retourner true. D'accord? Par contre, on a vu que si 0 ou si false, d'accord, on voit que ça ne retourne pas ce message, mais plutôt l'autre message du cas sinon. D'accord? En d'autres termes, normalement, il ne fait rien parce que c'est faux. Ici, dans le cas différent, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a fait un si true, mais on a demandé l'inverse de true. Et qu'est-ce que c'est l'inverse de true? C'est false. Donc ça veut dire que si false, si la condition est fausse, elle n'est pas respectée. Dans ce cas-là, il passe bien au sinon. A l'inverse, quand on fait si différent de false, qu'est-ce qui est le contraire de false? C'est true. Donc si c'est vrai, on exécute ici. C'est pour ça qu'il nous met OK et pour ça qu'il nous met no. Voilà. Ça explique le différent. Alors maintenant, le et. Quand on a true et true, quand vrai et vrai, si les deux parties sont vraies, d'accord, les deux parties à côté du signe, de chaque côté du signe, sont équivalentes, sont vraies, dans ces cas-là, ça vaut OK. Maintenant, si une des deux parties est différente,
ça vaut non. Par contre, si les deux parties sont fausses, d'accord, ça vaut non. En d'autres termes, le et n'est vrai que si les deux parties sont vraies. Dans les autres cas, on voit bien que c'est no qui a gagné. D'accord? Dans le cas du ou maintenant, donc si une des deux parties, plutôt si les deux parties de chaque côté du signe sont évaluées à vrai, dans ces cas-là, c'est OK. Si une des deux parties est vraie, dans ces cas-là, ça écrit aussi OK. Maintenant, si les deux parties sont fausses, ça vaut no. En d'autres termes, dans le ou logique, faut qu'au moins une des deux parties, et je dis bien au moins, puisque au mieux, bah, c'est les deux parties, donc faut que une des deux parties soit évaluée vraie. Et du coup, ça retournera toujours OK. Voilà, ça explique un petit peu ceci. Donc, si une des deux parties est au moins vraie, alors le résultat est vrai. Donc true. Donc ici, le résultat vaut vrai quand toutes les parties valent vrai. Valent vrai ou true, hein, plutôt. Je vais pas mettre un trou, je vais plutôt le mettre entre parenthèses, true. Donc le résultat vaut vrai, true, hein, bien entendu, quand toutes les parties, hein, c'est pas seulement une des deux ou les deux, mais imaginez que je pourrais rajouter encore un et, true, et encore un autre et, true, et encore un et, true. Ainsi, il faudrait que toutes les parties, faut que ça soit vrai, parce que si j'en mets 10, mais que dans les 10, il y a un seul de faux, alors ça vaudra faux. D'accord? Faut vraiment, comme là on voit, il y a une qui est vraie, une qui est fausse, et ben c'est faux. Il faut que tous soient vrais. Et dans le ou, même chose, hein, peu importe le nombre, du moment où il y en a une de vraie, alors ça vaut toujours vrai. Même si là je mets 10 faux et un vrai, ça retournera vrai. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça retourne vrai et ça retourne faux? Et ben en fait, c'est ce qui se passe. Si une des deux parties, là on a les deux parties qui valent vrai. Donc au final, ça reviendrait à écrire si true. D'accord? Ce que je souligne, c'est comme si je le supprimais. Et on sait que si c'est true, bah ça exécute, c'est OK. Ici, j'ai une des deux parties qui est à vrai, donc automatiquement, hein, ici il teste même pas si c'est faux, il a vu que déjà dès le début c'est vrai, donc automatiquement il va déclencher ceci. Parce que je suis dans le cas du ou, et que le ou, faut qu'il y a au moins une des parties qui valent vrai. Que s'est-il passé quand j'ai fait le ou false? Bah, il n'a pas rencontré de vrai,
Donc au final, ça s'est traduit par, c'est comme si j'écrivais si false. Et on sait que si j'écris si false, bah ça m'exécute le cas sinon, quand il y en a un, sinon ça fait rien. Et pour le et, bah c'est la même chose. Au début, il voit true et true, donc il voit que les deux parties, et là il faut que les deux parties, ou toutes les parties, soient vraies. Comme il voit que les deux parties sont vraies, c'est comme si qu'à la fin, ces true et true se transformaient en si true. Et ça, bah on sait que si ça fait si true, il exécute ce qu'il y a dans le si. Ici on a true et false. Mais comme il y a un false, et que du coup, true et false va retourner false, dans ces cas-là, il exécute le cas sinon, puisque, voilà. Même chose, il a un false et un autre false. De toute façon, dès qu'il a trouvé un false avec un et, c'est pas la peine qu'il va plus loin, direct, c'est non. Parce qu'il faut que toutes les parties soient vraies. Et là, c'est pour ça que j'ai expliqué le cas différent, c'est comme si que là je mettais false, à la place du true, je mets l'inverse de true, donc false, forcément il exécute le cas sinon. Et ici, vu que c'est différent de false, c'est comme si je mettais true, et du coup, il exécute le cas, donc cas c'est vrai. Petite subtilité aussi, si on met, là on avait vu que, normalement, si je demande quel est l'inverse de true, on sait que c'est faux. Et dans ces cas-là, il me met le cas sinon. Mais si je demande différent de true, ça veut dire quoi ça? Le premier, différent de true, ça va être remplacé par sa valeur, donc ça va faire false, d'accord? Et différent de false, c'est quoi? C'est true. Donc, ça fera au final si true. Et dans ces cas-là, il va m'exécuter le message OK pour le set. Donc là, je vais remettre petit CTRL Z pour écrire le complet. Et la même chose, si je faisais ça au false, le premier différent de false va retourner true. Mais ensuite, différent de true, ça va retourner false. Du coup, j'aurai le message sinon, le no. En d'autres termes, en mettant les deux points d'exclamation, au lieu d'avoir ce que j'avais précédemment avec un seul, j'aurai l'inverse du résultat. C'est-à-dire que là, ça sera OK qui va être sélectionné, et là, ce sera No qui va être sélectionné. J'enregistre pour vous faire voir, et j'actualise. Pensez que les deux derniers, ça va être inversé par rapport aux étoiles. Donc, vous voyez qu'on ne voit pas les étoiles, donc si on ne voit pas les étoiles, ça veut dire que l'étoile, elle était sur l'autre. Donc là, l'étoile sur le 7, elle était sur No, et sur le 8, l'étoile était sur OK. 8, étoile sur OK, 7, étoile sur No. Et je vous ai dit, ça ferait l'inverse. Parce qu'on en a mis 2. Bon, c'est très rare, souvent on en met qu'un, ça suffit. Sinon, autant mettre carrément la valeur. Voilà. Pour ce qui est des opérateurs logiques. Alors, vous pourrez me dire, mais quel est l'intérêt de tester si true est true ou true ou false? En fait, dans la vraie vie, on ne teste pas ça. Dans la réalité, quand vous allez programmer, vous allez tester un truc de ce genre. Typiquement, si, et je vais remettre mon âge dans quelques instants, que j'ai commenté, si âge est inférieur, non, si âge est supérieur à 18 et que âge est inférieur à 65, dans ce cas-là, je pourrais dire je suis un adulte. Sinon,
pas compris. Donc maintenant il faut que je remette l'âge en fonction. Alors les tests conditionnels, bon, je vais pas les laisser, hein. Je vais prendre ceci, voire même ça va commencer à devenir chamboulant, donc je vais en mettre un devant, un juste avant la fin, et le tout premier, je vais le laisser ici pour le switch. En même temps, celui du if, je vais le redescendre. Donc je vais pas réafficher âge, parce que je pense que vous avez compris que ça stockait bien dans âge. Ouais, non, on va laisser ça comme ça. Et on va voir ce que ça va donner ceci. Donc je vais demander mon âge, je vais lui donner mon âge, et on va voir ce que ça va produire. On actualise. Disons, je donne 10. J'ai pas compris. D'accord? Pourquoi? Il comprend pas. Pourquoi c'est pas vrai ça? Bah en fait, est-ce que âge est supérieur à 18? La réponse est non, puisque j'ai dit 10 à âge. Donc la réponse vaut false. Ensuite j'ai mis un et. Pas besoin d'aller plus loin, hein, puisqu'il y a déjà un false, donc automatiquement ça va finir par false. Et bon, on continue. Âge est-il inférieur à 65? Bah oui, puisqu'il vaut 10. Donc, true. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit plus haut? Quand il y a un et, faut que toutes les parties soient vraies. Et c'est pas le cas, j'ai un false. Donc, comme j'ai un false, le résultat de cette opération logique va valoir false. Ainsi, ça fera marquer si false. Et comme on sait que quand ça fait si false, hop, c'est le cas sinon. Voyons voir si je donne un âge compris entre 18 et 65. J'actualise, disons 31. Effectivement, je suis un adulte. Donc si je résume ce qui s'est passé, est-ce que âge est supérieur à 18? Bah oui, j'ai dit 31. Et est-ce que âge est inférieur à 65? Bah oui, 31, c'est inférieur à 65. Et du coup, true et true. On sait que toutes les parties sont vraies. Comme toutes les parties sont vraies, au final, ça revient à dire si true. Ça, je pourrais le remplacer par si true. Et du coup, j'ai le message que je suis un adulte. Qu'en est-il si j'avais mis un ou? On est parti. J'enregistre et j'actualise. Et je vais redonner 10. Et là il me dit, je suis un adulte. Ah, mais attention, là j'ai mis un ou. Et un ou, c'est si au moins une expression est évaluée à vrai. Une expression, je vous rappelle, c'est ceci. Alors, c'est considéré comme vrai. D'accord? Donc, est-ce que âge est supérieur à 18? Est-ce que 10 est supérieur à 18? Non. Donc false. Ensuite, ou est-ce que âge est inférieur à 65? Est-ce que 10 est inférieur à 65? Bah oui. Et comme on est dans le cas du ou, d'accord, si au moins une des expressions a été évaluée à vrai, ça revient à dire que ça vaut vrai. Donc true. Et ainsi, c'est comme si qu'ici j'écrivais si true. Et du coup, il m'annonce que je suis un adulte. Pour arriver dans le cas false, bah il faudrait que je donne un âge qui va faire en sorte que ça doit valoir false,
et que ça aussi, ça doit valoir false. Donc pour que âge vaut false, des deux côtés, ça va être compliqué. Alors on va essayer, mais je pense pas que ça va marcher. Il n'y a qu'un cas que je peux le faire valoir faux, normalement, mais je suis pas sûr. Disons 75. On va essayer de dépasser le chiffre 65. Et je suis un adulte pour la bonne raison, c'est qu'il est supérieur à 18,75. Donc une des deux parties est vraie. Même si 75 est plus grand que 65, il est tout de même plus grand que 18. Alors voilà. Par contre, si j'essaye de mettre 0, ça a marché quand même. Ici, pratiquement, ça marchera toujours avec le OU, hein. Ça sera difficile. Dans le cas de ces deux expressions que j'ai mis, ça va être difficile de le contredire. Alors maintenant, le différent de comment on pourrait le représenter comme ceci. Alors on pourrait demander par exemple, on pourrait tester si âge est différent de âge. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ceci? N'oubliez pas, au milieu, il y a un « et ». Quel est votre âge? Bon, je sais pas, 62. J'ai pas compris. Donc le résultat de ceci a produit false. C'est pour ça qu'on est parti dans le cas « j'ai pas compris ». Alors pourquoi ça a produit false? Premièrement, si je teste âge, tout court, qu'est-ce que ça produit comme résultat ça? Ça va produire vrai. On pourrait tester, d'accord? Si âge, peu importe le chiffre que je vais lui donner, si c'est pas 0, d'accord, parce qu'on a vu ce cas-là, si je dis 62, il me dit bien, je suis un adulte, d'accord? Par contre, si j'aurais mis 0, on l'a vu qu'il teste pas l'égalité stricte, voilà, il comprend que c'est pas pareil, parce que 0 c'est pas le même, il y en a un sous forme texte et l'autre sous forme nombre. Et si on teste, donc le premier on a vu un âge, peu importe le chiffre que je lui donne, il me retourne vrai parce qu'il me dit je suis un adulte. Et si je teste différent de âge, cette fois-ci, on actualise, on lui dit pareil 62, là il me dit j'ai pas compris. D'accord, je pourrais même tester avec le 0. Ah, le 0. Même chose, j'ai pas compris. Donc, quand j'ai testé âge, il m'a dit je suis un adulte, donc il a compris true. Et, oh là, je sais pas ce que je fais. J'ai utilisé un raccourci qui apparemment m'a replié les blocs. Un peu embêtant. Voilà, donc true. Et l'autre, il a répondu false. Puisqu'il m'a dit qu'il n'avait pas compris pour une fois et qu'il avait compris pour une autre fois. Et comme j'avais mis âge est différent de âge, qu'est-ce qu'il s'est passé avec le et? Bah, pour le et, faut que les deux parties soient vraies, ou toutes les parties, hein, soient vraies pour que le résultat de ceci soit vrai. Mais comme j'avais un true et un false, du coup comme j'ai un false, parce que c'est le et, automatiquement le résultat a valu false.
C'est pour ça que quand j'ai mis âge est différent de âge, il va me répondre j'ai pas compris. Donc les conditions logiques, vous voyez dans quel cas on les utilise normalement. Il faut toujours penser à bien comprendre ce système, parce que sinon vous allez vite vous emmêler les pinceaux. Donc je remets le fameux 62, et c'est bien j'ai pas compris. D'accord? Parce que une des deux parties est fausse. Voilà. Et si j'aurais mis un ou, vu qu'une des deux parties sera forcément vraie, tout sera vrai, donc je serai un adulte. D'accord? Je peux le mettre, 6, voilà. Ici, si je remets 62, je suis un adulte. D'accord? Ça fait un peu l'inverse, en quelque sorte, du et. Mais c'est pas l'inverse comme le point d'exclamation. Donc ça, on va l'enlever, pas la peine. L'histoire de l'âge, bon, je vais le mettre en commentaire aussi, pour le moment. Et on va continuer. Donc après vous avoir cassé la tête avec les opérateurs logiques et les structures conditionnelles, on va voir ce qu'est les boucles. Alors ça, c'est tout autre chose encore. Donc imaginez-vous, vous êtes en classe, vous faites des bêtises, et votre professeur vous demande de copier, je sais pas moi, 100 fois, je ne dois pas faire de bêtises en classe. Et ben, si vous connaissez la programmation, vous allez voir que cette chose vous prend même pas une seule seconde à faire. Bon, on va dire 5 secondes, le temps d'écrire le code et puis d'exécuter le code. Donc premièrement, on va utiliser la boucle for. Alors, pour utiliser la boucle for, souvent, on déclare une variable. On l'appelle souvent i. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation ici. Donc c'est le nom d'une variable valide, comme on a vu dans le premier chapitre. Et ensuite, on écrit la boucle, à la structure de la boucle. Donc, ça commence par for. Il va y avoir quelque chose dans les parenthèses, puis des blocs d'instructions, donc les accolades. Comprenez pourquoi on dit bloc d'instruction, parce qu'il va y avoir plusieurs lignes d'instruction. Et bloc, c'est délimité par les accolades, tout simplement. Alors, dans le for, il va y avoir 3 parties. Une qui s'appelle initialisation. Bon, je vais pas l'écrire, mais voilà. Initialisation, c'est la première partie. La partie suivante sera séparée par un point-virgule. C'est ici ce qu'on appellera la comparaison ou l'expression à évaluer pour que la boucle continue. Enfin, la dernière partie, qui elle aussi est séparée par un point-virgule, attention, le for c'est très spécial, souvent les paramètres des fonctions, parce que for c'est une fonction quelque part, vu que ça a des parenthèses, mais que ces paramètres sont espacés par un point-virgule, qui généralement sont espacés par une virgule. C'est la seule exception dans le for, il me semble. Même dans le if, on peut faire plusieurs choses dans le if aussi, en séparant par des points-virgules. Donc ici, là d'ailleurs j'ai fait l'initialisation au-dessus, pas cool. Donc ici je fais une déclaration, et ici je vais affecter i de 0. Donc j'aurais pu écrire var i égale 0, mais bon, on prend l'habitude d'écrire la variable avant. Mais ça aurait marché tout autrement, hein. J'aurais pu écrire var i égale 0, il n'y aurait pas eu de souci. Ensuite, on a la fameuse condition. Donc on va dire que i doit être inférieur à 100. Parce que j'ai 100 lignes à écrire. Et que i commence à 0.
Ensuite, il va falloir incrémenter i. Donc, pour l'incrémentation, il me semble qu'on l'avait vu. J'en suis pas sûr. Il me semble que je vous l'ai fait voir. Ah, donc je m'en souviens plus. Et si je l'ai fait voir, j'ai plus le code. Bon. Bah, il va falloir me croire sur parole. Donc, pour incrémenter une variable, on pourrait dire plusieurs façons, vous allez voir. Je pourrais dire ici i est égal à i qui vaut au début 0 plus 1. Au deuxième tour, i vaut 1 puisque 0 plus 1 ça vaut 1 et ça serait stocké dans i. Et on se demanderait si i est inférieur à 100. Est-ce que 1 est inférieur à 100? Bah ça oui, c'est inférieur à 100, donc ça continue. Tant que ça vaut vrai, ça continue. Donc en même temps, on va exécuter aussi l'instruction à la fin qui est i est égal à i qui vaut 1 plus 1. Donc au final, i vaut 2. Même chose, on exécute ce qu'il y a à l'intérieur et puis on recommence. Ainsi de suite, jusqu'à temps que ça vaut 100. Dès que i vaut 100, bah, il n'est pas inférieur à 100, puisqu'il vaut 100 lui-même, et du coup il sort de la boucle. Il exécute même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on va écrire, on va le faire toujours pareil dans le debugger pour l'instant. Donc, un message, on va dire combien de lignes on est. Donc, ligne. Alors là, on va utiliser la concaténation. Donc je vais faire ligne, un espace, je ferme le message. Puis, plus i, pour ajouter la valeur de i, d'accord, au message. Plus, à nouveau je recontinue mon texte. Donc je pense à mettre un espace au début, comme ça il y aura un espace avant le i et un espace après le i qui sera remplacé forcément par la valeur en cours. Deux points, et puis bah j'écris j'apprends à faire des boucles en Java script. Surtout pas oublier le script, parce que c'est pas la même chose du tout. Et on finit par le point virgule. Donc ici, on sait que ce qui est en gris, c'est du texte. Ce qui est ici en noir, c'est du code. Et en gros, ça va prendre ce texte, que ça va ajouter quelque part à ce texte. Les deux textes, c'est comme si ils se collaient. Et qu'au milieu, cette partie-là, sera remplacée par la valeur de i à chaque tour de la boucle. Alors on va tester ça comme ça. Je sais pas si ça va vraiment marcher parce que j'ai jamais fait ce genre d'instruction ici, mais on va voir, on va tester. Donc là je vais pouvoir préparer la console parce qu'il va y avoir des lignes. Et j'actualise. Donc on voit bien que cela a quand même fonctionné. Ligne 0, ligne 1, ligne 2, jusqu'à ligne 99. Vous voyez bien que la première ligne vaut tout de même ligne 0. D'accord? Ici, quand i vaut 0, ça c'est valable au premier tour de la boucle. C'est-à-dire qu'au premier tour de la boucle, il exécute ceci. Puis, bien entendu, ceci. Il vérifie si déjà il peut faire la boucle ou pas. Ensuite, il exécute ceci. Il oublie cette partie-là. C'est comme si il la voyait pas. Arrivé à la fin des instructions dans la boucle, là il n'y a qu'une ligne, mais il pourrait y en avoir plusieurs, à la dernière instruction, qu'est-ce qu'il va faire quand il va revenir dans la boucle? Bah, cette partie-là, il va l'ignorer, cette fois-ci. Ça, c'était au tout début.
puis il va effectuer cette partie-là. Ainsi, il va donner la valeur 1 à i. Et ensuite, il va effectuer cette opération-là. Si ça retourne vrai, dans ces cas-là, il continue dans la boucle. Si ça retourne faux, il sort de la boucle. Et on voit bien qu'au deuxième tour, i vaut 1, et pas 2 comme on pourrait s'y attendre. D'accord? Premier tour, i 0, deuxième tour, i vaut 1. Ici, on peut écrire ça en mode raccourci. Donc premier raccourci qu'on peut écrire, i plus égale 1. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que i vaut i plus 1. C'est comme ça qu'il faut le lire. Donc i vaut 0, plus i vaut 0, plus 1, 0 plus 1 égale 1, donc au final, i vaut 1. Deuxième tour, i valait 1, donc 1 plus 1 égale 2, i vaut 2, etc., etc. Alors pour le faire compter à 1, pour avoir la première ligne 1, et pas ligne 0, et on peut mettre i à 1 au début, et ici, dire inférieur ou égal à 100. Comme ça, quand i vaut 100, la condition est toujours vraie. Et du coup, il fera bien 100 tours. J'enregistre. Et on actualise. Donc on voit bien que la dernière ligne, c'est 100, et plus 99, et que la première, il a bien commencé à 1. Et qu'on voit ce que j'ai fait comme syntaxe, revient à la même chose que de dire i égale i plus 1. Sauf que j'ai écrit i plus égale 1. On peut faire encore plus court. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise assez souvent. i plus plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La même chose que tout à l'heure. i plus égale 1 ou i égale i plus 1. On enregistre. Je laisse là les mêmes valeurs pour que ça commence à 1 et que ça finisse à 100. D'ailleurs, on va aller jusqu'à 1000, tiens. Soyons fous. On enregistre et on actualise. Et hop, aïe, 1000 lignes viennent d'être écrites. En même pas une seconde et demie. Et on peut aller vérifier, il y a vraiment 1000 lignes. Voilà, ligne 1. Est-ce qu'on peut exagérer? Par exemple, allez, 10 000. Et on va voir. On actualise. Donc là déjà on voit que ça a patienté un petit peu. Et qu'on voit que ça continue toujours. Mais que assez vite, tout de même on est arrivé à 10 000. Donc je sais pas si on pourrait le voir au niveau compté. 1. On n'a même pas eu le temps de compter. La deuxième fois ça a été plus vite. Non, là il commence seulement. Bon enfin, ça a été quand même vite. 100 000. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 100 000? Ah oui, ça va tourner, 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 tourner. Donc là il m'affiche déjà une première partie. Et vous voyez, je peux même pas descendre le curseur. Ah, pas encore. Et là on voit ça tourne plus. Je peux pas descendre le curseur. Et pourtant, mon ordinateur commence à faire du bruit. Alors pour vous le faire voir, je vais démarrer le gestionnaire des tâches et me mettre au niveau processeur. Et on voit ici au niveau de Google Chrome que la mémoire s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Qu'ici il commence à m'afficher une partie, déjà. Que le processeur est beaucoup sollicité. Les 74 au-dessus, c'est le fait qu'il ne soit pas utilisé. Et on voit que la mémoire grandit, grandit toujours. Ah, ça y est, le script vient de se terminer. Et on est arrivé à 100 000. Donc, oui, on peut aller jusqu'à 100 000. Est-ce qu'on sait y est?
Je pense pas, parce que vous avez vu le temps qu'on a attendu quand même. De plus, pour arriver jusqu'à 100 000, il a utilisé 600 mégas octets de ma RAM mémoire. Si vous avez une RAM de 1 Go, pensez ce que l'ordinateur utilise déjà pour lui, bah vous serez dans les choux. En d'autres termes, le PC aurait fait un bel écran bleu si le script n'était pas arrêté avant. Certainement que le navigateur, voire le système, l'aurait arrêté avant. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les boucles infinies, comme on avait vu un petit peu au chapitre précédent. Alors, est-ce la seule façon de pouvoir écrire une boucle? Donc on va revenir à 10, hein, c'est déjà bien 10. En fait, il y en a encore d'autres. Une autre qui s'appelle le while. Alors, while, ça pourrait se traduire par tant que. Tant que ce qui est entre parenthèses est vrai, on continue. On continue à faire quoi? Bah, ce qu'il y a dans les accolades. Donc message, bah, je vais reprendre le même qu'au-dessus, hein. C'est pareil. La première boucle for, je vais la mettre en commentaire pour garder que le while cette fois-ci. Donc c'est la même chose. Je déclare une variable i au préalable. Ensuite ici, je peux mettre directement l'expression. Je copie et je vais dire bah, tant que i est inférieur ou égal à 10, tu continues. Ensuite, il va falloir, puisque ici on déclare i, mais on lui donne pas de valeur. Du coup ici le i là vaudra undefined. Donc c'est pas bon. Alors ici on l'initialise carrément, c'est-à-dire i vaut 0. Il faut lui dire. Ainsi ici i est connu, il vaut 0, est-ce que 0 est inférieur à 10? Oui, donc dans ces cas-là, ligne 0, j'apprends à faire des boucles. Comme nous on voulait commencer à compter à 1, donc on va mettre i à 1. Et on est parti. Si j'exécute ceci, je vais droit dans le mur. C'est-à-dire que je vais dans une boucle infinie. Pourquoi? Parce que dans ma boucle, à aucun moment, j'augmente i. Donc, on pense à augmenter i juste avant la fermeture de la boucle. Donc on pourrait dire i égale i plus 1. Voilà. D'accord? On pourrait le dire comme ça, comme on pourrait dire i plus égale 1, ou comme on l'a vu, i plus plus. Mais à un moment j'affiche i ici. Et est-ce que je pourrais pas dire i plus plus à cet endroit-là au lieu de me répéter ici? Bah si, on peut le faire. On peut dire i plus plus. Attention, les plus là, avec les plus à côté, hein, ne les collez pas. Là, surtout faites un espace, sinon vous aurez des problèmes. J'enregistre. Et on va voir ce que la boucle while va faire. On actualise. Donc là, il n'a pas dû me comprendre. Je vais fermer le navigateur. Et je vais relancer la page d'index. Voilà. Ouvrir l'inspecteur d'éléments. Voir dans la console. Et effectivement, on voit bien ligne 1 à ligne 10. Et que la première vaut bien 1. Alors concernant le i++, donc on pourrait faire la même chose en moins. Alors si on le ferait en moins, bah, il faudrait inverser un petit peu tout. Donc dire que i au départ il vaut 10, i doit être inférieur ou égal à 1
si on veut s'arrêter à 1, et faire à la place du i++, la syntaxe ++ reviendrait à dire, comme si que je ferais, comme je le répète quelques fois, i est égal à i plus 1. Donc ça, on comprend. Donc quand je ferai i moins moins, ça reviendrait à dire i est égal à i moins 1. Tout comme on pourrait écrire i moins égale 1. D'accord? Et comme en plus court, ça fera i moins moins. Donc au lieu de dire que c'est une incrémentation, on incrémente, on augmente la valeur, là c'est l'inverse, c'est une décrémentation. On décrémente i. On diminue la valeur i d'un cran. Donc ici, je vais remplacer par i moins moins. Voilà. On enregistre. Pour voir une différence, on va mettre un point d'exclamation à la fin. Ça, on verra bien que c'est pas la même ligne. Ici, il n'y a pas de point d'exclamation. Et si on actualise, hop, on a bien le point d'exclamation, mais en plus, on a les lignes à l'envers. 10, 9, 8, 7, jusqu'à 1. Bon, c'est très rare quand on décrémente, mais ça arrive. Hein. Alors je vais remettre mon i++. Ici, inférieur ou égal à 10. Et i vaut 1. Mais si j'avais envie de commencer à 0, et qu'ici, je voulais dire que i soit inférieur à 10, mais que dans l'affichage, j'aimerais bien voir de 1 à 10. Comment on fait ça? Alors ici, on a mis le plus plus après le i. Et ça, c'est ce qu'on appelle une post-incrémentation. Une incrémentation qui s'effectue après avoir affiché i. Mais on a l'inverse, ce qu'on appelle une pré-incrémentation, c'est-à-dire faire plus plus i. Et ainsi, i ici, au lieu de valoir 0 à la première fois, il vaudra déjà 1. Et quand i vaudra 9 ici, il vaudra 10. Voilà. Donc, on enregistre. Je vais enlever mon point pour mettre un point normal. Juste pour qu'il y ait des différences, malgré que les chiffres changent d'endroit, mais bon. J'enregistre. Et je reviens dans le navigateur, j'actualise. Et on voit bien, malgré qu'il était à 0, il commence bien de 1 pour finir bien à 10, alors qu'il n'est pas égal à 10. Hein. J'ai bien enlevé le égal, ici. J'ai juste dit qu'il était inférieur à 10. Est-ce que 9 est inférieur à 10? Oui. Mais comme il vaut 9 et qu'ici je l'augmente, ici, quand il s'affiche, il vaut 10. C'est pour ça qu'après il continue pas, parce qu'il vaut 10. Et là, si j'avais mis i est égal, inférieur, égal 10, donc il irait jusqu'à 11, tout bonnement. Si j'actualise, hop, il va jusqu'à 11, en commençant bien de 1. Donc voilà pour le while. Alors, une autre équivalente au while. Bon, on l'utilise rarement, mais bon. Ça peut avoir son utilité dans certains cas. C'est ce qu'on appelle le do while. Et là, point virgule après le while. Alors qu'ici, il n'y en a pas parce qu'il y a un bloc d'instruction, mais là on a passé le bloc d'instruction. C'est comme si on écrivait while comme ça. Voilà. Et la même chose. CTRL-C. Donc comme c'est un while, la même chose qu'un while au-dessus tout seul, hop, on met une expression là-dedans.
ici je vais commenter les deux boucles. Donc j'initialise un compteur en quelque sorte, hein. Là il s'appelle i. Donc mon compteur qui s'appelle i vaut 0 au début. Et là, on va lui faire afficher plus i. Plutôt i++. Même si on va le mettre dans ce sens-là. Plus i. Et on va tester cette partie-là. Bien sûr, je vais enlever le égal. Sinon, ça va jusqu'à 11 comme on a vu tout à l'heure. Donc j'enregistre. Et j'apprends à faire encore des boucles. C'est juste pour changer un petit peu le texte, quoi. Et on va voir dans le navigateur ce qui va se passer. Donc j'actualise. Ça commence bien à 1, puisque dans l'affichage, je fais une pré-incrémentation. Et ça se termine bien à 10. Donc jusque là, tout a l'air normal. Que se passerait-il si je dis que i doit être inférieur à 0? Et on sait que i vaut 1 dès le début, puisqu'il écrit ligne 1. Donc i vaut 1. J'enregistre. Donc logiquement, vu que la condition est fausse, il ne doit pas exécuter la ligne là. Et bah c'est l'avantage du do while. C'est que peu importe la condition, vu que la condition est testée après le bloc do, et bah ça s'affichera une fois, même si la condition n'est pas vraie. Puisque là on sait que la condition n'est pas vraie. On va dans le navigateur et on teste. Et on voit bien qu'il m'écrit la première ligne, mais que le reste il continue pas. Là, si j'avais dit i moins 1, d'accord, là c'est pas moins le chiffre 1, mais c'est le moins 1. Comme quand on dit 1, on pourrait dire plus 1. Donc là c'est moins 1, un chiffre négatif. Et ben on voit que ça reste toujours une ligne. D'accord? Donc là ça marchait, mais si je mettais i0 et que je faisais une post-incrémentation, et que j'enregistre, et que j'actualise, combien va-t-il y avoir de lignes? 1, 2 ou 10? Allez, je lance. Une ligne. I vaut 0. D'accord? I est inférieur à 0. Bah non, puisque I vaut 0. Par contre, si j'ai fait I est inférieur ou égal à 0, que va-t-il se passer? Est-ce que j'aurai une ligne, 2 lignes ou 10 lignes? Eh bah, je n'ai qu'une seule ligne. Pensez qu'on incrémente i. Et que le premier tour, comme i vaut 0, bah ça ne se passe qu'une fois parce qu'après i va valoir 1 et du coup bah il peut pas continuer la boucle. D'accord? Bon bah je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais aller plus loin mais bon, c'est pas la peine, ça va faire déjà 2 heures. Ouais. Donc si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, hein, YouTube, Facebook, tout ça quoi. Et puis bah moi, sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera certainement publiée jeudi. Et cette semaine vous en aurez 3, la semaine dernière il y en avait 2. Donc la 3e sera sûrement samedi. Voilà. Allez, sur ce, ciao, bye bye, à la prochaine.